Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le fond pour un interview. Je suis présentement au Salon du livre de Québec avec un auteur pour une interview. Je vais laisser ça se présenter. Salut, c'est Benjamin Faucon. Je suis auteur aux éditions ADA de plusieurs séries, dont notamment La théorie des géants, une série à suspense avec beaucoup d'éléments archéologiques. La série D'art et de sang, une série de romans, action, aventures qui se passe principalement en Europe et que vous avez à découvrir le monde des arts. Et bien entendu, la série Les incroyables et périlleuses aventures de Gabriel de Tulip, une série fantastique qui tourne tout autour de l'écologie et de l'environnement. Que j'ai justement ici. Alors c'est ce livre-là justement que c'est le dernier tome de Gabriel Le premier tome, de Gabriel de Tulip. Parfait. Alors on va procéder à l'interview. Dans le fond, j'ai 9 questions. Alors ça va se dérouler et à la fin, je vais vous mettre toutes les infos justement de Benjamin Faucon dans le fond dans les infos. Et si vous voulez le suivre sur Internet, Facebook, Twitter. Twitter aussi, je vais pas souvent, mais j'en ai un. Parfait. Écoute, j'ai même une chaîne YouTube juste pour moi, mais je suis pareil, j'y vais pas souvent. Sinon, allez vous checker le YouTube des éditions ADA pour aller voir faire des petites bêtises et parler du catalogue de fabuleux livres qu'ont les éditions ADA. Super. Fait que, première question, on va commencer quand même assez simple pour découvrir un peu. Premièrement, est-ce que tu aimes lire et as-tu toujours voulu écrire? Écoute, dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé à écrire et puis c'est devenu inné. Je niaise là, mais écoute, non, vraiment très jeune, c'est toujours pareil. Les gens qui me suivent vont se dire encore la même anecdote. Ben oui, les gens, je sais, c'est la même, mais tu sais, jeune, j'avais eu dans l'idée d'écrire un roman avec un ami et comme j'ai toujours, on a dessiné la couverture avant d'écrire le livre. Donc, tu devines la suite, ça a été un fiasco total. On a dessiné la couverture, mais jamais écrit le livre. Donc il n'est jamais paru. Parfait. Mais depuis cette époque-là, j'ai toujours voulu. Je m'inventais des mondes, des histoires, des personnages, me transformer en héros mythiques à chaque fois là, dans ma tête. Et en fait, prendre les coucher par écrit, c'était vraiment un but que je gardais un petit peu dans une case au fin fond de ma mémoire. Et donc c'est venu naturellement par la suite, mais bien plus tard. OK. Et au niveau de la lecture, oui, j'adore lire, pardon. J'adore le livre en tant qu'objet. C'est quelque chose que je trouve fabuleux. C'est vraiment. Ça se décrit pas. Un livre, c'est beau. C'est pareil comme numérique. Non, ça reste. C'est quand même pratique de lire en numérique, dépendamment des conditions. Je ne veux pas renier ce support-là, mais par contre, regarde, rien ne remplacera le livre en tant qu'objet. Parce que, comme je dis, il y a le plaisir de garder une bibliothèque, de toucher le livre et puis de lire tout simplement un livre. Puis on s'entend que ça sent bon, les pages. Donc ça peut être maladie, ça. Oui, par exemple, oui. Ok, je m'en vais, là. Deuxième question. Qu'est-ce qui s'est produit pour que tu veuilles passer le cap de l'écriture et de la publication? J'ai toujours voulu être une vedette. C'était comme l'attrait principal. Non, écoute, c'est encore une fois, j'ai toujours essayé d'écrire un petit peu, faire des brouillons, finir leur courte existence dans une corbeille à papier. Ça c'est mon produit. Beaucoup de fois. Et à force de perdurer, de réessayer, de me dire ok, je vais y arriver, j'ai eu de partager des histoires. Moi, c'était pas nécessairement tout bon au début, certaines n'étaient pas bonnes du tout, c'est normal. Je dirais que c'était un travail, donc c'est venu au fur et à mesure du temps, à force de perdre. Parfait, ça, super. Troisième question, est-ce que tu avais un métier avant d'être auteur? Oui, je travaillais dans la gestion de projet, je vais travailler en Europe dans plein d'autres choses, parce que j'ai une maîtrise en histoire de l'archéologie, puis j'étais destiné pour travailler dans des musées. Ça n'a pas donné le côté de l'Atlantique, là, mais oui, je faisais d'autres choses avant d'écrire des livres. Parfait, ça. Tu as quand même pas mal d'études en littérature ou tu as fait des études en fait pour ton travail que tu avais avant, justement? Comme je dis, c'était une maîtrise dans l'histoire de l'archéologie, donc on peut s'orienter sur les arts, l'architecture, l'archéologie. Littérature, pas vraiment à proprement parler. J'ai fait quelques options en première année d'université, mais c'est pas, je sais pas, bagage littéraire, universitaire, ensuite maîtrise de création littéraire, non, je fais pas ça. Puis non, c'est venu, je suis plus quelqu'un de autodidacte, c'est-à-dire à force d'essayer de travailler fort, d'arriver à concrétiser ce rêve qui était de Hey, c'est merveilleux. Quatrième question, est-ce que tu peux nous décrire l'histoire de ton dernier livre que tu as écrit, qui est Gabriel de Tulip, qu'on vous a présenté
tout à l'heure. Oui, alors Gabriel la Tulipe, bien sûr, je fais toujours cette petite comparaison. Ça avait une bonne idée aux gens, c'est-à-dire que c'est un Harry Potter à monde végétal. C'était sa carte déjà le. Harry Potter, ouais, c'est c'est ça. site. C'est ça, achetez-le, c'est bon. Harry Potter, vous êtes obligé, hein? Donc en fait, c'est l'histoire de Gabriel la Tulipe, un petit garçon de 11 ans qui est victime de discrimination dans sa région en Montérégie et qui un jour, pour fuir ses assaillants, décide de se garrocher dans la mosquée de Rosiers, la chose la plus insensée qui soit. Sauf que à ce moment-là, toutes les roses s'écartent sur son passage, le poussent vers un monde parallèle et se referment derrière lui. Et en fait, il atterrit dans un Québec qui est très verdoyant, très écologique, mais une nature très aseptisée chez lui, parce qu'elle est très contrôlée. C'est-à-dire que le loisir national, c'est le jardinage, il y a des fleurs partout, des arbres, etc. Les gratte-ciels sont couverts de lierre. Donc c'est vraiment une vision d'une nature très contrôlée. L'envers du décor dans ce monde-là, c'est que Gabriel doit intégrer un internat dans le nord du royaume. Et la particularité de cette école-là, c'est de se trouver à la frontière avec le monde sauvage. Okay. Qu'est-ce qu'est le monde sauvage en fait? C'est une immense muraille, un peu comme la muraille de Chine. Et au-delà de ça s'étend le monde sauvage qui est en fait la nature à l'état libre, une nature qui ne subit pas les affres de l'homme. Et c'était un territoire interdit. Le gouvernement, en plus de ça, incite la peur. Pourquoi je suis peur sur ce monde-là, mais personne ne sait vraiment pourquoi. Les gens ils disent il n'y va surtout pas, mais ne sait pas pourquoi. Okay. Et ce territoire-là, on y trouve des ours polaires en été, des arbres qui marchent, des plantes carnivores de 4 mètres de haut, des fleurs qui arrivent à prendre le contrôle de l'esprit des champs, des sascages, des loups, des ours, etc. Mais c'est assez fantastique. Étant donné que c'est interdit, qu'est-ce qu'il va faire Gabriel? Quand tous les enfants disent que c'est interdit, il va y aller. Et en y allant, on va tomber sur une base, en fait, du complot des méchants qui sont là, qui est une espèce de guide technocrate un peu steampunk, toujours avoir créé de nouveaux roches mécaniques, faire des choses insensées, c'est-à-dire vouloir essayer de construire des maisons en les collant avec du sirop d'érable qui sert d'aller beaucoup plus vite, mais ça tient pas, mais c'est pas grave. Mais c'est le fait, c'est vraiment un univers différent de ce qu'on voit dans les livres, justement. C'est que la nature, moi j'ai jamais lu un livre qui parlait avec la nature. On la voyait un peu, mais tu sais, pas tant que ça non plus. Mais c'est plaisant de voir que la nature, elle pouvait vraiment être le point, en fait, développeur du livre. Ouais, puis encore là, je trouvais que c'était, pour moi, ça paraissait naturel, c'est-à-dire que la nature est fantastique. Je sais pas, c'est incroyable. Non, c'est qu'il y a des choses comme les plantes tactiles, les mots républicains que tu touches, toutes les feuilles sont produites sur la même, la planche se bouge, c'est un mécanisme de défense pour éviter de se faire briser. Ça, c'est des choses qui paraissent irréelles et qui, en fait, existent réellement, qui peuvent servir de base pour une histoire fantastique. Ouais. Il y a bien d'autres choses, encore une fois, qui existent dans le monde naturel, mais en fait, quand on prend la peine de se renseigner dessus, de découvrir cette nature-là qui nous entoure, en fait, on a la meilleure base pour bâtir une histoire fantastique. Ouais, c'est parfait. Vraiment, j'ai pas lu encore le livre justement, mais c'est vraiment dans mes prochaines lectures. 6e question, quelle était votre inspiration? Écoute, l'inspiration, ça peut paraître étrange, sûr que je fais la comparaison avec Harry Potter, etc. Mais non, je me suis pas dit, ok, je vais faire comme un Harry Potter. Parce qu'à cette époque-là, je n'avais même pas encore lu les livres. Parce que cette histoire-là, j'avais écrit à l'époque pour l'auto-édité, ça s'appelait Eden et le monde vert. C'est sûr que j'ai complètement réécrite par la suite, changé les personnages, enlevé des passages, en réécrire d'autres. Mais à cette époque-là, je n'avais même pas lu Harry Potter. J'avais vu les films, j'avais trouvé ça cool, mais tu sais, j'avais pas de me dire ok, je vais faire mon Harry Potter à moi. C'était vraiment, j'avais le goût de partager cette passion-là, j'adore les plantes, les fleurs, etc. Et j'avais le goût de créer quelque chose, une histoire là-dessus. Puis ça me paraissait normal de faire une histoire fantastique avec un petit garçon, et puis de faire dans cette espèce d'environnement un peu phoque là, autour de la végétation, de la nature, mais puis jouer un peu avec l'humour, etc. Donc c'était un peu c'est venu naturellement. Je n'ai pas vraiment dire ok, si j'ai vu ça, ça m'a inspiré ça, non, pas vraiment. C'est quand même l'esprit imaginatif quand même développé pour créer une histoire. On peut dire un peu tordu. Je pense qu'on l'est tous, genre des écrivains. Ouais, c'est sûr, mais écoute, non, ça venait naturellement. Puis, c'est parfait. 7e question, combien de temps avez-vous pris pour écrire votre roman? Une journée et demie, puis je vous garantis, c'est de la qualité. Non. Ben du café. Non, ça a pris un bon bout de temps. C'est sûr, encore une fois, vu que je l'ai réécrit, ce roman-là, tout cumulé, c'est plusieurs mois, peut-être presque un an, mais écoute, à l'époque, j'avais dû écrire ça en 4-5 mois, puis le réécrire juste 2 mois, mais actuellement, écrire un livre de ce volume-là, ça serait à peu près 3-4 mois. 3-4 mois.
Ben, c'est bon, pareil. Tu sais, c'est quand même relire, puis c'est corriger, tout ça. C'est quand même. Ouais, mais je suis très discipliné quand j'écris. Moi, si je m'impose chaque fois, à chaque jour de travailler, je suis assez militaire dans l'esprit, c'est-à-dire de toujours vouloir faire un minimum de pages par jour et m'imposer une certaine cadence dans le travail pour justement être capable de produire et de sortir des livres à chaque fois. Huitième question. Lequel de tes livres as-tu aimé le plus écrire et pourquoi? Alors là, je vais faire un peu de promo pour la prochaine série, mais écoute, c'est vrai, Montérégia, qui a sorti en juin. Pourquoi j'ai eu le plus de fun à écrire? Parce que tout simplement, je sortais d'une période où j'écrivais une espèce de romance un peu historique, et c'était pas nécessairement mon plus grand fun à écrire ce genre d'histoire-là. Et le fait de replonger dans une histoire fantastique, avec les personnages principaux, deux héros qui sont inspirés de mes enfants. Donc j'ai pris les prénoms, les traits de caractère, pour vraiment bâtir deux personnages. Autant un petit garçon fonceur de 11 ou 13 ans, j'oublie l'âge, qui a peur de rien, qui est tout le temps bon vivant, sourire à tout le monde, que tout va bien, mais qui est un peu mystérieux parce qu'il est un peu capable de communiquer avec des animaux, etc. Donc c'est assez, on voit qu'il y a une part d'ombre là-dessus. Et l'autre, le personnage, qui s'appelle mon aîné, qui lui, espèce de personnage un peu très cérébral, il voit des choses dans l'avenir, mais ne sait pas si c'est un charlatan ou si c'est vraiment un médium, et qui en fait qui rigole un peu de tout, manipule un peu les gens. Donc il y a beaucoup d'humour là-dedans et transposé encore une fois dans une région que j'adore, qui est la région à laquelle je vis, la Montérégie, le titre Montérégia, parce que ça se passe à Belleuil. Et puis écoute, j'ai mis tout le fun que j'avais, j'ai mis tout ce que j'aimais, des dragons, le monstre du Loch Ness, Merlin, Nostradamus, Léonard de Vinci, à Belleuil qui est transformé en cité médiévale. Donc c'est vraiment complètement farfelu comme ambiance, mais écoute, il y a même des dinosaures là-dedans. Moi je suis bien intéressé, puis justement, avais-tu une date quand ça allait sortir? Juin 2016, te dire exactement à quelle date, je sais pas, mais c'est juin 2016. Mais qu'au moins, pour l'été, il va être sorti. Ouais, les couvertures sont déjà faites, donc ça sort pour l'été. Merveilleux. Et si vous voulez voir les couvertures, justement, sont en ligne sur mon site, sur Adia, je ne sais pas s'ils sont encore affichés, mais ils peuvent aller voir sur mon site internet, benjaminfaucon.com. Elles sont sur la page Montérégia. Sérieusement, page couverture magnifique, comme Gabriel Latulippe. Ouais, mais encore une fois, Adia, c'est une démarche de commerce, c'est assez fabuleux ce qu'ils font. Ils ont vraiment un bon graphisme, c'est l'enfer. Et dernière question, avez-vous des conseils pour les jeunes auteurs qui débutent dans le métier, tout comme moi, qui est apprenti auteur, on peut dire ça comme ça, mais pour les autres, les internautes, avez-vous des conseils à leur donner? Écoute, oui, parce que même on évolue toujours, l'écriture c'est un travail de longue haleine, on se perfectionne toujours, même dans 30 ans, tu amélioreras ta plume, etc. Donc je dirais, premièrement, c'est de travailler, d'écrire, de lire beaucoup, parce que en lisant des livres qui correspondent au genre littéraire auquel vous voulez vous essayer, ça permet de comprendre un peu les rouages, les mécanismes, comment les plans sont bâtis, les intrigues, les personnages, etc. Donc ça vous donne une bonne idée de comment concevoir votre histoire. Ensuite, quand j'ai le travail, pour une fois je reviens tout le temps, s'il faut écrire, peut-être pas toujours, on n'a peut-être pas tous le temps pour écrire toujours, mais de façon régulière. Pourquoi? C'est ça, c'est pratiquer, s'améliorer, et surtout ça permet de fluidifier votre écriture. Oui, c'est vrai. Tu as ça, et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, il y a toujours les mêmes erreurs. Oui, on commence tous au même point, on commence tous à faire les mêmes petites erreurs, c'est-à-dire les dialogues, genre personne 1, 2, 3, 4 qui parle, 5, il n'y a pas de... Non, prenez le temps de respirer, regardez, Benjamin il parle, il s'arrête, respire un coup, ok, on décrit ce qui se passe, Maxime qui touche à son téléphone, mais toujours des choses peuvent permettre justement de casser un peu le schéma du dialogue habituel et de prendre des pauses, donner au lecteur cette possibilité-là de s'imaginer la scène et son environnement, en fait. Tout ce qui entoure, et pas seulement les deux personnages qui parlent. Quand même avoir comme un film en avant de nous autres, puis vraiment comme tout décrire qu'est-ce qui se passe, puis vraiment avoir un bon contenu là-dedans. Ouais, c'est ça, avec moi j'ai une écriture, j'ai une écriture, c'est pas du tout de ça, mais j'écris d'une façon, avec une volonté très cinématographique de toujours essayer de voir où c'est où. J'écris une scène, je dis ok, je vais mettre la caméra de tel angle, je vois les choses de telle façon, et à chaque fois, une fois, ok, le personnage change, ok, la caméra change de plan, c'est telle chose que je vais voir, donc je vais m'attarder sur tel détail, sur telle vue, ou sur telle chose qui se passe aux alentours. Mais encore une fois, c'est ma façon d'écrire, donc est-ce que c'est la meilleure? Oui. Mais écoute, il n'y a pas de...
Elle est bonne. Ouais, juste. Mais écoute, après, chacun développe sa façon. Et le mieux, encore une fois, donc c'est les deux choses, lisez et écrivez. Surtout lire aussi si vous écrivez de la romance, lire de la romance. Si vous écrivez du paranormal, lire beaucoup de paranormal. Et ça, au moins, vous allez comme dans c'est ça, dans le mood, dans cette espèce de mood-là, de comprendre c'est quoi les clés du succès, entre guillemets, pour vraiment être capable de livrer un projet qui se tient et qui correspond, je pense, à ce que les éditeurs attendent. Oui, exactement. Tout en y ajoutant votre touche personnelle, c'est ça qui est important aussi pour l'oublier, parce que faire des copies bis d'une histoire déjà, ça se fait, mais c'est un peu plate. Puis vérifiez s'il n'y a pas un livre qui a déjà été écrit qui pourrait ressembler à votre histoire. Ouais, mais encore là, tu peux écoute, le hasard des choses, tu peux rien t'empêche de pas le modifier. Tu sais, si c'est pas volontaire que tu écris, tu as l'idée de, je sais pas, un petit garçon qui mange une orange, et puis qu'il y a déjà un livre d'un petit garçon qui mange une orange, et toi, tu vas peut-être le raconter d'une façon différente. Ouais, t'empêche de voir qu'il croque dedans, puis il y a une araignée qui sort, puis il se fait piquer, puis là, il devient un monstre, je sais pas, tu sais. Ouais, mais non, différent, ça va le faire. Mais whatever, tu sais, donc tu as toujours une possibilité de tourner. Donc si c'est pas volontaire, c'est pas un plagiat, ça peut se prouver facilement en cours. Donc encore une fois, il faut pas dire, il faut juste mettre sur papier les choses que l'on aime. C'est plus que si tu as lu, mettons, une histoire que tu aimerais faire, on revient sur la question du début, tu aimerais faire j'aimerais bien faire un livre à ma façon. Ben là, tu t'embarques dans une piste un peu dangereuse. Tu peux être influencé par des films, ça souvent on l'est de toute façon. Oui, on est influençable quand même là, sur les films, les livres qu'on sort justement. Donc voilà, écoute, donc c'est ça, les deux principaux conseils, c'est... Bref, merci beaucoup Benjamin. Merci à toi Maxime. Ça fait super plaisant. Puis n'hésitez surtout pas à aller voir sur Facebook, les réseaux sociaux justement pour découvrir les livres de Benjamin. Vous en avez combien de sorties comme celle-là? Oula. Ouais, non, c'est ça. Actuellement, aux éditions ADA, j'en ai 6 ou 8, si je ne me trompe pas. J'en ai 2 qui sortent donc, en juin 2016, Montérégia. 2 autres, dont je ne peux pas révéler le titre encore, qui vont sortir en septembre 2016. Encore une fois, ça va être une nouvelle série fantastique. Et en novembre, théoriquement, ça va être le dernier tome des Aventures de Gabriel Tulip. Puis en parallèle de ça, je pense que j'en ai encore un autre en commerce, Nova 19.3, et un livre qui est gratuit aussi, si vous voulez découvrir sans débourser de l'argent, vous pouvez le faire, et même légalement, en allant sur le site internet benjaminfaucon.com. Donc dans l'onglet bibliographie, ce petit livre-là s'appelle Dansons avec les lucioles, et il est en téléchargement libre. Parfait. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos et que je vous invite vraiment à aller voir tous ces réseaux sociaux. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye! Salut!